Pour les cosmologistes, il y a trois choses qu'on étudie dans l'univers: l'énergie sombre, la matière sombre et la matière normale, celle qui nous constitue, nous, la Terre, le Soleil. Et on se rend compte qu'en fait, la matière noire et l'énergie sombre constituent plus de 96% de ce qu'il y a dans l'univers. Donc la matière normale, c'est que 4%. Le reste, c'est 21% de matière noire, donc une forme de matière exotique, et 75% d'énergie sombre. Donc aujourd'hui, il y a deux composants de l'univers qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que la matière noire? Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que c'est de la matière. Donc ça, c'est déjà beaucoup. On sait qu'une toute petite partie de cette matière noire est sous la forme de neutrinos massifs, qui est une forme de particules qui existe sur Terre. Mais on pense que la plupart de la matière noire, c'est une forme de matière exotique et qu'on peut essayer par exemple de créer dans des accélérateurs de particules, mais qu'on peut étudier en faisant de la cosmologie. Donc ça a commencé dans les années 30. Donc il y avait un astronome, Zwicky, qui s'est rendu compte en étudiant les amas de galaxies qu'il y avait forcément plus de matière que la matière lumineuse qu'on voyait. La deuxième chose qu'on ne comprend pas, c'est l'énergie sombre. En 98, donc il y a plusieurs équipes en parallèle qui ont fait une découverte vraiment formidable sur l'accélération de l'univers. Donc Hubble avait montré dans les années 20 que l'univers était en expansion. Et on faisait des études avec les supernovas pour essayer de déterminer si l'univers était en expansion mais qui allait ensuite contracter ou allait rester tout le temps en expansion. Et là, ils ont fait une découverte qui n'était pas du tout attendue, que l'univers était non seulement en expansion, mais en accélération. La seule façon d'expliquer cette accélération, c'était d'introduire une nouvelle forme d'énergie qu'on appelle énergie noire ou énergie sombre. Alors pour être tout à fait honnête, ce mot énergie noire veut dire qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. On ne sait pas si c'est une nouvelle forme d'énergie, on ne sait pas si c'est une caractéristique intrinsèque de l'espace-temps. Et pour vraiment comprendre quelles sont les différentes options, il faut revenir aux équations d'Einstein. Alors l'équation d'Einstein explique comment on relie ce qui est contenu dans l'univers avec la forme ou la géométrie de l'univers. Donc d'un côté, on a tous les composants, la matière noire, l'énergie sombre, etc. Et de l'autre, la forme de l'univers. Et en fait, pour l'énergie sombre, on peut faire quelque chose, on peut jouer avec ces équations, on peut mettre l'énergie sombre du côté du contenu. Dans ce cas, ce serait une forme d'énergie qui existe dans l'univers. Mais on peut aussi changer ce composant de côté de l'équation, et dans ce cas-là, ça devient un composant intrinsèque de l'espace-temps. Alors on peut décider d'étudier ces nouvelles formes d'énergie et de matière, et on peut aussi décider de regarder de près ces lois de la gravité. Est-ce qu'elles sont vraiment correctes si elles nécessitent que 96% de l'univers soit quelque chose d'inconnu? Donc il y a une nouvelle chose qu'il faut étudier en cosmologie, c'est ce qu'on appelle aussi la gravité sombre. Et encore une fois, ce mot sombre veut dire tout ce qu'on ne connaît pas sur la gravité. Donc ces trois choses représentent ce qu'on appelle en grand l'univers sombre. L'énergie sombre, la matière noire et la gravité sombre. Et aujourd'hui, la grande question en cosmologie, c'est de répondre à ces trois questions en simultané. Pour étudier cet univers sombre, on va avoir besoin d'indices. Et ces indices, on peut les trouver dans les cartes de galaxies. Aujourd'hui, les cartes qu'on a sont constituées de milliers de galaxies. Maintenant, on commence avec 1 million de galaxies. Dans le futur, on va avoir besoin de cartes avec des milliards de galaxies qui couvrent une très grande partie de l'univers. Et quand on regardera ces cartes de galaxies, on verra à très grande échelle cette structure avec des filaments, avec des vides, avec des amas de galaxies. Et avec ces cartes, on va pouvoir étudier les lois de la gravité à très grande échelle, qui sont en fait là où les équations d'Einstein ne marchent plus, où on a l'impression qu'elles ne marchent plus. Aujourd'hui, la seule façon qu'on a de voir cette structure à grande échelle, à très très grande distance, c'est avec des simulations numériques qu'on fait par ordinateur. Quand on étudie ces cartes, on peut regarder la taille des vides, la taille des filaments, la taille des amas. Et toutes ces caractéristiques des cartes vont être intimement liées avec la quantité de matière noire, la quantité d'énergie sombre, mais aussi avec la nature de l'énergie sombre et la nature de la matière noire. Donc en étudiant ces cartes, on va pouvoir affiner tout d'abord ces chiffres de 75% d'énergie sombre, parce que ce sont des chiffres grossiers encore. On va pouvoir les affiner et en plus on va pouvoir étudier
quelle est la nature sous-jacente de cette énergie sombre. Alors pour étudier ces cartes de galaxies, on veut pouvoir analyser de façon mathématique la taille de ces vides, la taille de ces filaments et la taille de ces amas. Et donc pour faire ça, on peut utiliser une approche mathématique qui est assez simple en fait, et pour la comprendre, on peut comparer avec un océan. Donc dans l'océan, on a des grandes vagues très lentes, donc la houle, et aussi on a dessus des toutes petites vagues. Et on peut séparer ces deux types de vagues et les analyser de façon séparée. Avec les cartes de galaxies, on peut faire exactement la même chose. On aurait ces grandes vagues qui seraient maintenant plus de l'eau, mais la densité de galaxies, donc des endroits où il y aurait beaucoup de galaxies et des endroits où il y a très peu de galaxies. Et ça peut exister à très grande échelle et à toute petite échelle, comme les petites vagues. Et on peut séparer ces deux échelles et les comparer avec les équations d'Einstein. On va aussi utiliser une autre méthode qui est relativement nouvelle, qui est d'étudier le cisaillement gravitationnel ou les lentilles gravitationnelles. Les lentilles gravitationnelles, c'est un effet qui est prédit par la relativité générale. Pour le comprendre, on peut revenir à cette équation qui dit que ce qui est contenu dans l'univers affecte la géométrie de l'univers. Donc en fait, quand il y a de la matière, un amas de galaxies, de la matière noire, les rayons lumineux qui sont obligés de suivre la courbure de l'espace-temps vont être déformés par la présence de matière. Et ça veut dire que quand on observe une galaxie qui est très très loin, l'image qu'on voit de la Terre n'est pas forcément l'image qui est envoyée de la galaxie très loin. Cette image est déformée et cette déformation, quand on la mesure, est directement reliée à la matière noire et à l'énergie sombre. Et les équations qu'on utilise aussi sont les équations de la relativité générale d'Einstein. Donc on peut aussi essayer de détecter des modifications de cette relativité générale, de cette gravité. Un très bel exemple de cet effet, c'est ce qu'on appelle le bullet cluster. Donc le bullet cluster, c'est deux amas de galaxies qui rentrent en collision. Imaginons ces amas avant qu'ils soient en collision. On a du gaz et au dehors, une enveloppe de matière noire. Quand ces deux amas rentrent en collision, le gaz reste au centre et continue à faire la collision, alors que la matière noire, par construction, n'interagit pas avec elle-même. Donc on a deux boules de matière noire qui passent les unes à travers des autres. Avec les rayons X, on peut essayer de voir où se trouve le gaz, et on se rend compte qu'il se trouve au centre. Et avec les lentilles gravitationnelles en arrière-plan, on peut trouver où se trouve la matière noire. Et on se rend compte qu'elle ne se trouve pas au même endroit, à deux endroits à l'extérieur de cette collision de galaxies. Et ça, c'est une preuve de l'existence de la matière noire. Les premières études de lentilles gravitationnelles sont faites à partir du sol. Et en fait, on a une difficulté très importante, c'est les distorsions atmosphériques. Donc l'atmosphère a une température et va naturellement déformer les galaxies qu'on voit. Donc pour pouvoir étudier la déformation qui est due à la relativité générale, on va devoir sortir de l'atmosphère terrestre. Et ça, on ne peut que le faire en mettant des télescopes sur des satellites. Le projet Euclide est un projet sur lequel on travaille depuis presque 10 ans avec une équipe européenne. Donc il y a plus de 13 pays qui sont impliqués pour essayer de lancer ce télescope sur un satellite pour enfin répondre aux questions de l'univers sombre. Avec Euclide, on va pouvoir créer une carte de galaxies avec plus de 3 milliards de galaxies qui sera en fait la carte la plus grande qui a jamais été créée de galaxies. Construire des cartes de galaxies avec 3 milliards de galaxies et du cisaillement gravitationnel sur tout le ciel, c'est vraiment un joli rêve. Mais concrètement, il faut d'abord qu'on convainque l'Agence spatiale européenne de financer notre projet. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 500 personnes qui préparons le projet Euclide dans le but d'être sélectionnés pour ensuite être lancés à l'horizon 2018. Donc en parallèle de ce défi scientifique, on a aussi un défi technologique. Dans Euclide, la problématique scientifique nécessite des images d'extrêmement grande dimension avec énormément de pixels. Pour pouvoir finalement avoir des images
qui soit de très très bonne résolution spatiale, et un plan focal constitué de 36 détecteurs, justement pour agrandir encore plus ce champ d'observation qui va être nécessaire aux scientifiques pour pouvoir observer les millions de galaxies qu'ils veulent observer pour pouvoir mesurer les déformations par lentille gravitationnelle. Dans ce laboratoire, on cherche en fait à mesurer la réponse précise des détecteurs qui vont être utilisés pour pouvoir mesurer les caractéristiques des galaxies les plus lointaines de l'univers. Pour manipuler ces objets qui sont quand même assez coûteux et surtout très sensibles à l'électricité statique, on utilise des gants spécifiques qui évacuent les charges électriques qu'on aurait pu accumuler. On se relie à la Terre par un bracelet antistatique. Les performances des détecteurs qu'on a aujourd'hui sont capables, par exemple, de détecter un photon qui pourrait arriver sur un pixel toutes les minutes. L'ordre de grandeur, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on on utilise des détecteurs qui sont extrêmement sensibles. Et nous devons caractériser chacun des pixels de ce CCD pour en obtenir sa réponse à l'intérieur du pixel. Voilà, on suppose que chaque pixel répond à la lumière de façon uniforme. C'est-à-dire que si je prends ce pixel-là et qu'il est éclairé par un flux lumineux, il va répondre et on imagine que sa réponse ne va pas baver sur les pixels voisins et qu'elle va être parfaitement plate à l'intérieur du pixel. Si je dessine ça de façon sur une coupe transversale, on va voir quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Quand la lumière arrive sur le pixel, ici la réponse est uniforme. À côté, dans le pixel à côté, il n'y a pas de réponse. Dans la réalité, les pixels en fait, ne se comportent pas de cette manière-là. D'abord, ils bavent sur leurs voisins, donc ils ont une sorte de queue qui s'étale comme ça. Et à l'intérieur du pixel, selon la topologie, la façon dont est réalisé le détecteur, ils peuvent avoir une réponse qui n'est pas plate. Ça, c'est très ennuyeux parce que dans le cas d'Euclide, ça va introduire des déformations sur la photométrie, c'est-à-dire sur la mesure de la forme de la galaxie et de l'ellipticité qu'on cherche à mesurer. La plupart du temps, on utilise une technique qui est ce qu'on appelle le spot scan, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser un faisceau lumineux extrêmement fin qu'on va venir balayer ici, qu'on va venir focaliser sur le détecteur, et puis on va balayer comme ça le pixel et ses pixels voisins. Mais dans le cadre d'Euclide, c'est quand même une technique qui n'est pas forcément adaptée à ce qu'on a besoin de faire, puisque le détecteur d'Euclide sont des détecteurs qui font 4000 pixels par 4000 pixels, donc ils font 16 millions de pixels chacun, et dans le plan focal qui sera réalisé sur le télescope, enfin qui sera au plan focal du télescope, il y aura 36 CCD, donc 36 fois 16 millions de pixels. Et on peut imaginer assez facilement que caractériser 36 fois 16 millions de pixels par cette technique de spot scan où on va venir un par un balayer le pixel, ça va prendre un temps infini qui n'est absolument pas compatible avec la mission telle qu'elle est envisagée aujourd'hui. Donc nous, on est en train de proposer et de mettre au point un banc de test particulier dans lequel on va utiliser une technique un petit peu différente. On va projeter à la surface de ce détecteur un motif d'interférogramme, des tas de petits points. Ensuite, une fois qu'on aura acquis ces images-là, on pourra, par un traitement du signal adapté, remonter à la réponse intrapixel de chacun des pixels tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas de mission dédiée aux lentilles gravitationnelles aujourd'hui dans l'espace. Il y a eu quelques essais avec le Hubble Space Telescope où on a montré la faisabilité en fait, de ces techniques-là de lentilles gravitationnelles. Et le challenge pour Euclide, c'est de pouvoir cartographier la matière noire, hein, c'est-à-dire non pas uniquement montrer qu'elle existe, mais la cartographier, et la cartographier jusqu'à à peu près la moitié de l'âge de l'univers connu aujourd'hui. Percer les mystères de l'énergie sombre, de la matière noire et de la gravité modifiée, c'est pas du tout un détail. On pourrait penser qu'on a une très bonne compréhension globale de l'univers et qu'on a juste besoin d'affiner notre compréhension. Mais en fait, on se trouve vraiment dans un âge d'or de la cosmologie et quoi qu'on trouve avec Euclide, ça va être une révolution scientifique. Soit on comprend enfin la nature de l'énergie sombre, et là on a découvert une toute nouvelle forme d'énergie complètement exotique, soit on découvre que l'équation d'Einstein est fausse, et alors là il faut réinventer les lois de la gravité.